Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5, dans la saison 2 même de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. On est très heureux en plus de vous retrouver en version filmée sur YouTube ou en version audio sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Comme chaque mercredi, il est l'heure de la grande interview et aujourd'hui, pour inaugurer cette saison 2, nous avons l'honneur de recevoir un réalisateur que vous connaissez tous. Il a écrit et réalisé Le Berger espagnol, Les Poupées russes, Le Péril jeune, Ce qui nous lie, Casse-tête chinois ou encore l'année dernière 2 mois. Nous sommes très heureux de recevoir comme invité Cédric Lapiche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et je vais te présenter les clapeuses plutôt qui vont t'entourer aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons une clapeuse productrice qui est un peu notre poupée russe à nous. On ne sait jamais à l'avance quelle question elle va poser, c'est Elsa Morel. Bonjour, ça va? Bah ça va très bien. Et avec elle notre clapeuse co-organisatrice de festival. Quand elle voit un film, elle est souvent ni pour ni contre, bien au contraire. C'est Marion Durand. Salut. Et finalement, nous retrouvons une clapeuse journaliste qui, lorsqu'elle travaille cette émission, cherche tout ce qui nous lie avec les auditeurs. Peut-être est-ce un air de famille, c'est Sophie Gauthier. Bonjour. J'ai astucieusement placé quelques titres de tes films dans cette présentation. Astucieusement, je sais pas. Je m'avance beaucoup. C'était réussi. Moi, bon, c'est gentil voilà, en tout cas. Réussi. Pour commencer cette interview, c'est vrai que j'ai l'habitude de commencer avec une question alors qui peut sembler un peu bateau, mais en même temps je me dis qu'elle est assez importante. Comment t'es venu l'envie de devenir cinéaste? Je sais pas trop, en fait, j'ai le souvenir qu'à 4-5 ans, j'ai dit ça à ma grand-mère que je voulais faire du cinéma, mais oui. C'est parce que j'aimais bien les affiches de cinéma. Quand je passais devant un cinéma, ça me faisait rêver. Et ensuite, alors je dirais que c'est plus tard, moi j'ai commencé à faire de la photo à 12 ans, et c'est par la photo que j'ai vraiment plongé dans le monde de l'image, et qu'ensuite je me suis posé la question si je voulais être soit chef opérateur, soit réalisateur. Ah oui, il y avait un 12 entre l'image et ouais, la à réalisation. 18-20 ans, c'était un vrai questionnement. Ouais. Mais c'est étonnant parce que tu dis qu'à 4 ans, c'est ça? Et dans le questionnaire Spielberg, tu nous disais que c'est à 7 ans la première fois que tu allé au cinéma. Tu as eu envie de faire du cinéma avant même de... Ouais, c'est par les affiches, donc ouais, c'est plus l'imagerie du cinéma que les films. Ouais, Ouais. c'est intéressant. Et il y a Pascal Ferrand qui dit dans le documentaire justement Cinéma par Clapiche, qui parle des films qu'on a vus enfants et adolescents et qui ont stimulé notre envie de devenir cinéaste. Est-ce que toi, tu as un exemple de films comme ça où tu t'es dit c'est ça qui va animer ma cinéphilie, mon envie de devenir réalisateur? Oui, parce qu'en fait, je crois que c'est vraiment quand j'ai 14-15 ans, je crois que c'est en 75, il y a plusieurs films qui sortent en 75 et qui m'ont marqué. C'était donc Amarcord de Fellini, je crois que c'était Annie Hall de Woody Allen, et c'était Vol au-dessus d'un nid de coucou de Altman, et ça se passe un peu entre ces trois films-là, où ce que je vis comme émotion en voyant ces trois films-là me font dire qu'il faut que je fasse quelque chose autour de ça. Qu'il faut aller là-dessus. Ouais. Et t'as tenté 2 fois, c'est ça, le concours de l'IDEC, qui est aujourd'hui la Fémis, Ouais. si j'ai pas de bêtises. Et ça a pas marché parce qu'on te reprochait notamment un goût trop prononcé pour le cinéma français. Non, pour le cinéma américain. Ah, pour le cinéma Justement, américain. on me reprochait de ne pas aimer le d'accord. cinéma français. Ah, et donc voilà, bon, c'était 3 personnes au jury, dont une personne qui m'a dit ça. Et on s'est engueulé sur cette notion-là. J'ai dit, j'ai quand même le droit d'aimer Fellini et Hitchcock. Quand il m'a demandé les réalisateurs que j'aimais, comme il n'y avait aucun français, il était choqué. Ah donc, d'accord, ok. Ah oui, il s'attendait à ce que... Outré, non, jury outré. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est pas possible. Non, du coup, ça a commencé comme ça. Mais ça m'a fait du bien, je dirais, parce que ça m'a poussé à aller voir ailleurs. Et ça m'a, je pense, beaucoup servi dans ma vie. C'est-à-dire que c'était vraiment terrible, la deuxième fois notamment, de rater ce concours, parce que j'avais l'impression que ma vie s'arrêtait. Et puis en fait, elle commençait là. Enfin, c'était vraiment le fait que, voilà, j'étais, je dirais pas obligé, mais en tout cas, ça m'a poussé à aller ailleurs. J'ai hésité entre Londres et New York. J'ai pu aller à New York, et en fait, ça a vraiment certainement changé beaucoup de choses chez moi. Ouais, dans la ville justement de Woody Allen, qu'on retrouve très souvent dans ses films, où il filme Manhattan, tout ça. Et il y a un lien, je trouve, justement, dans ta façon de filmer les villes, un peu avec celle de Woody Allen, de faire évoluer des personnages dans une ville, et que
la ville, je trouve, comment dire, influe la trajectoire qu'ils vont avoir. C'est quelque chose qui... Oui, c'est quelque chose qui compte, mais ça c'est vrai. Enfin, je pense que c'est peut-être d'ailleurs la seule chose qui rapproche Scorsese de Woody Allen, c'est-à-dire que l'environnement urbain a une influence sur la psychologie et sur la vie des gens. Donc j'aime bien observer cette chose-là, de voir comment l'urbanisme a des répercussions sur la psychologie. Ouais. On ressent dans plusieurs de tes films, parce que tu fais voyager tes personnages. L'Auberge espagnole, c'est donc à Barcelone, les Poupées russes plus à Saint-Pétersbourg, Castelchino à New York, Paris à Paris. Ouais. 2 mois aussi. Ouais. On voit que tu t'aimes bien voir comment, c'est ça, quelle trajectoire ils vont avoir dans un... Ouais, parce que je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que quand moi je suis parisien, donc j'essaye de traquer ce qui est propre aux Parisiens. Et donc quand je fais effectivement le film Paris où chacun cherche son chat ou 2 mois, j'essaye de voir comment une histoire d'amour à Paris, c'est pas une histoire d'amour à Tokyo ou à New York. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie interaction forte. Et au cinéma, on est témoin de ça parce qu'il y a un côté visuel des villes qui a une répercussion sur les gens, quoi. Et du coup, tu penses qu'un personnage, si on le met à Paris ou si on le met à New York ou à Saint-Pétersbourg, il va pas avoir la même histoire? Pas du tout. Son destin peut complètement... Ouais, parce que même si on prend le métro à New York, à Londres, à Tokyo ou à Paris, c'est pas le même métro, c'est pas les mêmes interactions entre les gens. Et enfin, il y a une sociologie comme ça du mobilier urbain, un abri de bus ou la façon d'être dirigé par les panneaux de direction dans une ville, le rapport au vélo. On sait bien qu'à Amsterdam, c'est pas le même rapport au vélo qu'à Paris. Donc ça a vraiment une influence sur la façon d'être et la façon de vivre. Et aussi, il y a, au-delà des villes, en allant plus précisément, il y a aussi les quartiers. On voit que dans 2 mois, c'est le quartier de Gare du Nord. On peut penser au quartier dans... Chinatown. Oui, c'est ça, dans Castelchinois. Dans Chacun cherche son chat, c'est à Bastille, c'est ça? Ouais. Si je dis pas de bêtises. Il y a aussi les quartiers qui vont un peu influencer, Bien sûr. qui vont avoir... dans 2 mois, c'est ce que tu fais finalement. Les 2 personnages qui sont donc incarnés par Anna Girardot et par François Civil, ça dit quelque chose d'eux et peut-être aussi de leur mal-être, le fait qu'ils soient dans ce quartier-là, face au train, et qui peut-être un peu cette envie de départ avec les trains, qui justement quelque chose qui... Je sais pas. Non, de toute façon, il y a ça dans le film. François Civil, dans 2 mois, il est provincial, il vient des Alpes et du coup, il est à côté des rails. Et donc, il y a toujours ce truc où il vient de sortir du train et il pourrait repartir assez rapidement. Paris, c'est une ville, il n'y a pas que de l'immigration étrangère, il y a aussi beaucoup d'immigration provinciale. Et du coup, Paris, c'est une ville qui est faite de gens qui ne sont pas parisiens. Donc ça, c'est presque une identité de cette ville, en fait. Et ce qu'on dit beaucoup aussi de Paris, c'est que ceux qui aiment le plus Paris, souvent, c'est les provinciaux. Les Parisiens peuvent parfois être plus lassés de Paris. Et c'est assez drôle de voir aussi comment les gares sont des unités identitaires des provinciaux. C'est-à-dire qu'à Gare de l'Est, il y a les Alsaciens, à Gare Montparnasse, il y a les Bretons, et il y a vraiment les gens, ils restent proches de leur gare. Ancrés par... Ah oui, c'est marrant. Elsa, oui, j'avais une question parce que dans 2 mois, on ressent l'isolation de ces personnages. L'isolation. C'est pas la même chose. Et alors, parce que par exemple, dans l'Auberge espagnole, le personnage qui part de sa ville et qui va à Barcelone, lui, il a pas tout de suite ce sentiment d'isolement et au contraire, il rencontre plein de personnes et c'est le partage. Est-ce que du coup, t'as déjà été à Barcelone et t'as ressenti ça, ou tu t'es dit c'est plutôt un fantasme ou quelque chose comme ça? Non, alors ça c'est lié, disons, l'Auberge espagnole, c'est beaucoup lié à ce que moi j'ai vécu à New York, où j'ai habité en colocation, et donc du coup, effectivement, en étant étranger tout de suite, j'étais avec des Américains et avec d'autres gens. Et ensuite, ma sœur, 7 ans plus tard, a fait Erasmus à Barcelone. Et j'ai passé une semaine chez elle, et où elle habitait avec 5 personnes qui parlaient chacune une langue différente. Et je me suis dit, ça, il faut faire un film là-dessus, c'est trop drôle, quoi. Enfin, il y a vraiment en plus une image de l'Europe qui était en train de se construire. Et donc, j'ai vraiment construit le film sur ça, parce que je pense, je trouve que d'ailleurs on le voit à contrario aujourd'hui, qu'on est dans une époque individualiste et qu'on était dans une époque collectiviste, ou en tout cas dans une recherche collective, et qu'aujourd'hui même le confinement, le Covid nous amène à rester chez nous et à nous empêcher de voyager. Donc on est vraiment dans des époques différentes, parce qu'à l'époque les gens poussaient au voyage, quoi.
Et dans ta façon de raconter une histoire, justement, toi, tu pars plutôt des personnages pour chercher quelle histoire ils peuvent avoir, ou t'as une idée, tu veux raconter, par exemple, je sais pas, dans 2 mois, justement, le fait d'être très seul alors qu'on est dans une grande ville. L'histoire, est-ce qu'elle vient des personnages ou d'une volonté de raconter plutôt En fait, c'est une somme de désirs, un scénario, et donc on met plusieurs désirs. On se dit voilà, ce qui nous lit, j'aimerais bien tourner en Bourgogne, l'auberge espagnole, j'aimerais bien tourner à Barcelone, et puis il y a des idées de personnages, de se dire voilà, à Barcelone, je me dis voilà, il y a cette histoire de colocation, quel pays je prends, et du coup Canal+ m'avait imposé 50% de français, je me suis dit il faut qu'il y ait des gens qui parlent français, donc je prends une Belge, et donc du coup je vais chercher Cécile de France, qui était vraiment qui est venue parce qu'il me fallait des dialogues en français, quoi. Et puis après il y a les rencontres avec les acteurs qui sont d'autres désirs, où on se dit voilà, Kevin Bishop ou Kelly Reilly, j'ai pas envie de les rater, et puis ensuite voilà, il y a des choses qui naissent on suit le fil de l'histoire qu'on raconte, et puis très rapidement, en fait, quand on écrit une histoire, c'est l'histoire qui se fabrique elle-même, en fait. Ouais. C'est presque pas nous qui impulsons des choses, mais voilà, moi je dis voilà, il voudrait avoir un poste au ministère, il est obligé d'apprendre bien l'espagnol, il fait 1 an en Espagne, il habite en colocation, puis en fait voilà, l'histoire elle est déjà sur des rails, quoi. C'est logiquement Marion. Tu disais tout à l'heure qu'on était dans une époque différente aujourd'hui, et j'ai vu que tu allais réadapter du coup l'auberge espagnole en série. Alors, on est sur un dos. On peut pas en parler, en non, fait. c'est ça, c'est pas encore officiel. Non, bah, donc c'est pas sûr. Articles, d'accord. Donc ouais. Des rumeurs. Ouais, non, mais en fait, juste pour parler de ça, je me demandais juste si c'était le fait que la nouvelle génération, la jeunesse aujourd'hui, était justement différente de celle de l'auberge espagnole, si c'était un peu ce qui pouvait motiver. Non, je réfléchis, donc ce qu'on peut dire, c'est que je réfléchis à une histoire qui est donc pas sûre de se faire. D'accord. Et j'ai travaillé avec des jeunes scénaristes pour réfléchir à ce concept-là, et qui sont des gens qui ont entre 25 et 30 ans. Et du coup, je vois bien en travaillant avec ces gens-là que oui, c'est une nouvelle génération. Ils n'ont pas le même cerveau que moi, quoi. L'auberge espagnole d'aujourd'hui serait pas la même que celle non. Que celle de. Bien sûr. Pour plein de raisons d'ailleurs, parce que l'Europe n'est pas la même, la notion de colocation n'est pas la même, les outils qu'on a, parce qu'à l'époque c'était le tout début d'Internet, donc là on n'est pas dans le début d'Internet, on est plongé dedans, on est arrivé à nos téléphones, et on est arrivé à Facebook et à plein de choses qui n'existaient pas en 2000. Donc oui, l'époque elle est très très différente. Et justement, on voit, c'est un peu ce que tu dis dans 2 mois, c'est qu'on sent qu'en fait, il y a un peu ce paradoxe-là, je trouve, dans tes films. Les personnages sont dans des grandes villes, mais ils sont très seuls. Il y a les réseaux sociaux qui nous donnent l'impression que, justement, au contraire, on a une vie sociale qui est très épanouie et large, alors qu'en fait, les personnages aussi sont assez seuls. Ça t'intéresse de travailler ce paradoxe-là entre la solitude et l'envie sociale? Ouais, là, c'était clairement ce que j'essayais de faire dans 2 mois, où... En fait, quand on appelle ça une vie connectée, en fait, c'est une vie où on connecte une fausse vie, en fait. C'est-à-dire que, voilà, quand on fabrique un avatar, quand on choisit sa photo pour Tinder, pour Facebook, on sait bien qu'on se met en scène ou qu'on met en scène une vie qui n'est pas forcément la sienne. Là, moi, j'ai des cas de figure géniaux de gens qui font semblant de partir en vacances en mettant des photos sur Instagram. Et c'est génial comment les gens fabriquent une vie pour être plus heureux qu'ils sont. Et donc, du coup, c'est vrai que avec ces réseaux sociaux, ça fabrique une vie à côté, quoi. Et vous voyez très peu de gens qui pleurent, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook. Donc les gens pleurent. Les gens ont des problèmes, et donc c'est des choses qui n'apparaissent pas sur les réseaux, quoi. D'accord, ok. Et mais aussi sur l'équipe, parce qu'on parlait de 2 mois avec François Civil et Anna Girardot qui étaient déjà dans Ceux qui nous lient. Il y a Romain Duris qui est un fidèle. On sent que tu aimes bien retrouver ceux qui t'es fidèle à tes collaborateurs aussi au niveau du scénario, au niveau des génériques. C'est toujours le même graphiste. J'ai pas le nom. Mais depuis le début, Eric Brochery. Il y a pour toi le cinéma, c'est aussi une affaire de famille. Oui, on peut dire ça. Oui, parce que c'est un sport d'équipe. Donc dans un sport d'équipe, en plus en ce moment, je suis en train de regarder la dernière The Last Dance, une série sur Michael Jordan, et où la notion d'équipe, quand on a quelqu'un comme ça qui est une personne unique, un champion et tout ça, il a besoin des gens autour. Et je pense qu'un réalisateur, on le dit pas assez d'ailleurs, il a vraiment besoin de gens autour.
Donc que ce soit le chef opérateur, le scénariste, le producteur, moi j'ai une costumière depuis longtemps, l'ingénieur du son, enfin voilà, c'est des vrais collaborateurs où on fabrique un film ensemble. Et du coup, c'est pas tellement sur le goût d'être en famille, parce que par contre, j'ai le goût inverse de changer. J'ai plus souvent rencontré des acteurs, ou j'ai fait connaître des acteurs souvent. Donc il y a la notion de fidélité, mais il y a aussi la notion de découverte qui est très opposée en fait. De pas justement d'innover un peu, de proposer justement d'autres visages. C'était le but quand j'ai fait 10%, c'était presque ça qui m'a motivé à le faire. C'est que je savais qu'il y avait 90 rôles dans la première saison et qu'il fallait trouver 90 acteurs que personne n'avait jamais vus. Et je vois, après, c'était 5 ans maintenant, 6 ans. La saison 1, en 2015, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ben voilà, là, Nicolas Maury fait son premier film. C'est quelqu'un qui était totalement inconnu. Et je suis content qu'on ait réussi ça. Qu'on ait réussi à faire apparaître des gens comme Camille Cotin, comme Thibaut Montalembert, enfin, Stéphie Selma. Enfin voilà, des gens comme ça, et c'était vraiment le but de cette série. Mais justement, tu parles de tous ces acteurs. L'une des forces de tes films, je trouve, c'est toute la panoplie des personnages qu'il y a aussi dedans. Comment est-ce que toi, tu inventes tous ces personnages? Il y en a beaucoup. Comment tu les traites pour pas qu'il y en ait qui soient l'un en dessous de l'autre ou des choses comme ça, pour qu'ils soient tous à égalité? Comment tu les penses? En fait, ça s'est passé dès mon premier long métrage, Rien du tout, qui porte bien son nom, parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée que personne n'est un rien du tout. Et c'est vrai sur les techniciens sur un film, et c'est vrai aussi pour les personnages. C'est-à-dire que pour moi, un figurant, c'est pas un rien du tout. Donc quelqu'un qui est caché derrière la star, en fait, il est important. Et du coup, c'est ça que je développe, c'est que quand... et moi, je raconte souvent des histoires de groupe, c'est un peu ce que j'ai hérité... tout à l'heure, je parlais de Altman. Altman, c'est vraiment, pour moi, le monsieur qui a inventé le film choral, comme on dit. Et ça, cette notion de film choral, c'est quand on dit, voilà, il n'y a pas un héros, il y a des héros, en fait. Et chacun est le héros d'un bout d'histoire. Moi, je sais que dans certains films, il y a un figurant qui apparaît 5 secondes, et pour moi, il est gravé dans Les Affranchis. Il y a un type que je crois que c'est De Niro qui l'appelle, ou c'est Ray Liotta, le héros de l'histoire, qui l'appelle Johnny Two Times parce qu'il répète toujours 2 fois les choses. Et le type, il dit, je vais chercher des cigarettes. Et ben ce mec-là, il est gravé dans ma tête, et voilà, il a joué 15 secondes dans un plan de Scorsese. Moi, c'est ça qui m'émeut, en fait, c'est que voilà, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui existe, quoi. Ouais. Cette idée justement de multiples personnages, ça va avec cette idée où vous dites que pour vous, le cinéma, c'est réunir des choses éclatées, c'est ça? Oui, parce que c'est un drôle de métier où effectivement il faut faire attention aux costumes, à la déco. Tout à l'heure on parlait des villes, donc on parle d'urbanisme, de graphisme quand on fait le générique, de musique, de dialogue, de littérature. Il faut se poser des questions sur le récit. Donc c'est un truc qui est très très bizarre de mélanger plein de choses qui n'ont rien à voir entre elles, quoi. Ouais, tenter d'en faire une forme définie. Sophie c'est là. Marion est là. Marion, je crois que tu avais une question. Oui, moi c'était pour les acteurs. Du coup, tu as travaillé souvent avec des acteurs avec qui tu avais une connexion. Et je me demandais si tu le sentais dès le casting ou si c'était d'abord tu faisais un film avec eux et tu voyais que ça se passait bien, donc tu les recontactais par la suite. C'est un peu les deux. Il y a vraiment des choses qui se font de façon très forte dans l'instant. Ça s'est passé avec Vincent Elbaz. Je me souviens, il était au cours Florent et j'ai vu, genre dans la journée, j'ai dû voir 200 personnes. Il est rentré dans la pièce, il nous a dit bonjour et on s'est dit waouh, c'est lui. Enfin, donc, et il s'est passé un peu la même chose avec Kelly Reilly à Londres, où c'est un peu mystérieux de se dire voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette première seconde. On se dit mais c'est qui cette fille, c'est qui ce garçon. Et après il y a les essais. Après ça se confirme par le fait qu'on travaille ensemble et qu'on le fait rencontrer avec d'autres acteurs. On voit s'ils s'entendent bien. Là, sur Le Péril Jeune, Vincent Elbaz, il s'entendait vraiment bien avec Romain Duris. Et donc les deux ont été dans le film parce qu'il y avait aussi cette notion de complicité. Donc c'est un chemin compliqué, mais quand même il y a ce truc presque de coup de foudre en fait. Mais après il y a des choses qui naissent, par exemple avec Romain Duris, il y a ce qui se passe sur Le Péril Jeune. Mais je pense que ce qui s'est passé, qui justifie qu'on a fait 7 films quand même ensemble, sur presque 15 ans, quoi, c'est que c'est lié à ce qui se passe dans le film où je vois le regard qu'ont les gens sur Romain Duris et où je vois qu'il
il le traite pas de la même façon que les autres dans le péril jeune. Donc il y a ces choses-là aussi qu'on voit, qu'il y a alors ce qu'on appelle le charisme et qui est au-delà de ce qui se passe au casting. Pourquoi on a pris quelqu'un, quoi. On voit aussi que justement cette idée de temps, elle vous intéresse avec justement la trilogie de l'auberge espagnole qu'on retrouve, qu'on a retrouvé régulièrement, ou avec le fait de filmer des saisons qui passent dans ce qui nous lie. T'as un intérêt particulier pour justement l'idée de voir le temps passer, de voir comment est-ce que une histoire évolue à travers le temps. Oui, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que je suis parti de la photographie. En fait, à 12 ans, j'ai fait de la photo et vraiment, c'est vraiment la photo qui m'a amené au cinéma. Et c'est vraiment la notion d'organisation de l'espace. Quand on fait un cadrage, de la composition d'une image, on essaye de savoir comment occuper un espace. Et plus j'ai travaillé ensuite sur la notion de narration, en apprenant à écrire des scénarios, en se disant, voilà, j'ai envie de raconter des histoires aussi à travers des films. Du coup, il y a la notion d'occuper du temps, quoi. Et que apprendre à écrire un scénario, notamment sur un long métrage où c'est plus d'1 heure et demie, 2 heures, il faut savoir gérer la gestion du temps, quoi. Et donc, c'est vraiment ça qui compte dans un scénario. Sophie. Et justement, par rapport au temps, j'ai remarqué que dans tes films, il y a souvent les time-lapse que tu utilises dans Ce qui nous lie, du coup, au tout début. Il y a aussi dans l'auberge espagnole, il y en a pas mal, dans le casse-tête chinois. Et est-ce que justement le time-lapse, pour toi, c'est vraiment une technique très importante que tu aimes utiliser dans tes films ? En fait, c'est pas que le time-lapse, parce que par exemple, dans l'auberge espagnole, il y a beaucoup d'accélérés, qui rejoint un peu cette notion-là. Mais c'est juste des procédés visuels qui mettent en valeur le temps qui passe. Donc dans Ce qui nous lie, c'est là où vraiment j'ai joué le time-lapse dans tous les sens, parce qu'il y a on voit un coucher de soleil qui tombe en 10 secondes, donc on a filmé pendant 24 heures un endroit, et donc là il y a vraiment le fait d'accélérer une journée et de la faire apparaître pendant 30 secondes dans un film, mais je l'ai fait sur 1 an parce qu'on a filmé un cerisier pendant, disons qu'on l'a photographié 1 journée par semaine pendant 52 jours. Et donc, du coup, on voit le cerisier au printemps, en hiver, avec de la neige. Et du coup, là, c'est pas un time-lapse, c'est un truc de... Enfin, moi, je l'avais vu en dessin, je l'avais jamais vu filmer ce truc-là, donc j'avais envie de le faire. Mais c'est la même chose, c'est vraiment comment filmer le temps qui passe. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait Ce qui nous lie, ça a développé vraiment ce truc de se dire... Comment trouver des images qui montrent le temps qui passe. Et je peux dire, c'est un peu la même notion qu'après avoir fait la trilogie L'auberge espagnole, Les poupées russes et Casse-tête chinois, finalement, quand on voit le générique de Casse-tête chinois, on voit que les gens ont vieilli. Moi, je les ai filmés à 25 ans, à 30 ans, puis à 40. Et il y a un peu ce qui se passe dans ce cerisier en Bourgogne. On les voit évoluer, quoi. Et je trouve ça assez beau à regarder. Et est-ce qu'on peut imaginer une suite à Casse-tête chinois, ou c'est fini justement ? Est-ce que ça peut être intéressant ? Non, je réfléchis à ça. En fait, j'ai longtemps dit que je voulais pas le faire, et puis là, je réfléchis à faire une série sur ça. Donc c'est pas encore sûr, mais je suis en train de réfléchir. Ça peut être une idée encore pour voir évoluer Xavier Rousseau, c'est ça c'est ça. Un protagoniste. Romain Duris a 50 ans bientôt. C'est ça, parce qu'il doit avoir 46 aujourd'hui. C'est ça. Mais à propos de Ce qui nous lie, moi il y a un plan qui m'a marqué, je me souviens quand j'ai vu dans la bande-annonce, c'est le plan. Alors il y a Pio Marmaille devant et il y a François Civil qui part d'un côté et Anna Girardot de l'autre. Alors je trouve ce plan remarquable, vraiment. Enfin, je tiens juste à le signifier. Ouais, en fait c'est un plan improvisé, c'est-à-dire que il s'est passé ça au tournage. Ouais. Et c'était pas du tout prévu, et c'était un peu long à faire parce qu'il fallait le filmer au ralenti. Oui, c'est ça. Et en fait, je leur ai demandé de le faire, et puis j'ai dit au chef-op, mais faisons ce truc-là, c'était tellement beau, je l'ai vu vraiment magnifique, comme ça, et je savais pas comment j'allais le monter. C'est-à-dire que je savais pas. J'ai presque inventé la scène au montage pour arriver à faire fonctionner ce plan, en fait. Ça va aussi avec l'histoire, en fait, de ces 3 personnes qui ont un destin un peu qui ont tous un destin un peu différent, qui partent tous dans une direction. C'est plutôt ça l'idée. Et voilà, en tout cas, c'est un plan qui m'a marqué. Oui, moi aussi. Mais à propos, il y a François Civil dedans, qu'on retrouve donc dans 2 mois. Comment tu l'as rencontré justement, qui aujourd'hui éclate, on le voit partout. Il m'a demandé, il y a ce qu'on appelle le dîner des révélations, qui est juste avant les Césars, et où il y a les révélations, donc ceux qui vont concourir pour être nommés aux Jeunes Espoirs. Ils sont 16 filles, 16 garçons, je crois qu'ils sont 32 au début, avant d'être nominés.
Et en fait, chaque révélation demande un parrain. Et donc, François, quand il avait 18 ans, je crois bien, il m'a demandé comme parrain. Donc, on a passé la soirée ensemble. C'est-à-dire qu'on est assis à table l'un à côté de l'autre. Et donc, je l'ai découvert à ce moment-là. Et puis, au moment où on a fait le casting de 10%, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est devenu ? Donc, il avait 23 ans, je dirais. Puis, j'ai vu qu'il avait... pris son envol et je l'ai vu 5 secondes au casting en disant ok, je vous interdis de ne pas le prendre. J'ai dit à tout le monde voilà, c'est lui quoi. Et donc voilà, il a fait une petite apparition dans 10% et puis derrière j'ai voulu retravailler avec lui quoi. Mais il a un naturel qui est assez époustouflant. Il est comme ça sur un tournage aussi parce qu'on a l'impression que tout ce qu'il dit justement est très réaliste, très naturel, très vrai. Non, il a un sens de la justesse. Ouais, c'est ça. Mais il a un truc très très fort, François, parce que c'est très construit ce qu'il fait. C'est qu'à la fois il y a une notion d'improvisation, donc il est vraiment dans un truc de recherche de spontanéité et de fraîcheur, et en même temps c'est très construit, donc il a quelque chose d'assez rare en fait. Et je me suis demandé, est-ce que on peut imaginer que, je sais pas pour toi, les films que tu as fait se passent dans le même univers entre guillemets. Est-ce qu'on peut imaginer justement le personnage de François Civil croiser celui de Romain Duris dans L'Auberge Russe, le personnage de François Civil dans 2 mois par exemple? Est-ce qu'il y a un Cédric Lapiche cinématique universe ou pas? En tout cas, ce serait pas impossible, ce serait intéressant de le faire, mais oui, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fait que dans la rencontre que j'ai avec François, il y a quelque chose qui... je peux pas dire que ça s'apparente avec Romain, parce que les deux sont très différents, à la fois humainement et dans le jeu. Mais en tout cas, j'aimerais bien les faire jouer ensemble. Les faire confronter. Sophie. J'ai une petite question par rapport en fait au quotidien, qui est vraiment la thématique qui revient souvent dans vos films. Du coup, selon vous, comment faire pour rendre un quotidien banal, le quotidien de l'être humain, assez intéressant pour captiver le spectateur pendant 1h30 ? C'est la question la plus importante et la plus compliquée et la plus difficile. Parce que la seule chose intéressante, c'est la banalité. Et la banalité est banale, donc inintéressante. Donc résoudre cette équation, elle est très compliquée. Je cite beaucoup Georges Perec, qui a écrit un chapitre qui s'appelle L'infraordinaire. Et donc il explique que l'infraordinaire, c'est le contraire de l'extraordinaire. Et il dit, parce qu'il parle de sa littérature, et il dit, moi je m'intéresse au train qui ne déraille pas. Justement pour dire c'est la banalité qui m'intéresse et le train qui déraille, qui intéresse le cinéma hollywoodien, ne l'intéresse pas lui. Et je suis un peu dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'effectivement, le train qui déraille, finalement, il ne m'intéresse pas tellement. Et que, pour moi, il y a un théâtre dans un train, et que la maman qui a son enfant qui pleure, ou le papa, encore pire, qui voyage seul avec un enfant de 2 ans, et l'enfant qui pète les plombs, et la gêne que donc le papa ou la maman va avoir avec cet enfant-là, ça, moi, j'adore regarder ça, filmer ça, parce que c'est du vrai drame, quoi. Et donc, ces choses toutes simples, en fait, c'est ça et qu'on essaye de planquer, on essaye tous de planquer ces mini-trucs. Pour moi, c'est l'outil et c'est la matière vivante de la fabrication d'un scénario et d'un film, quoi. Et justement, il y a Santiago Amigorena qui t'a aidé notamment dans l'écriture du Péril Jeune, qui dit que tu recherches beaucoup la sincérité dans un film. Ça va un peu avec cette idée-là de quotidien. Pourquoi c'est si important pour toi qu'un film soit sincère? Pourquoi cette démarche-là ici Parce que c'est précieuse. Ce qui me connecte au spectateur, en fait. C'est que c'est ce qu'on peut partager. Et du coup, à partir du moment où il y a cette sincérité, que moi j'essaye d'avoir dans l'histoire, que l'acteur essaye d'avoir vis-à-vis de son personnage, ensuite cette sincérité elle va toucher le spectateur, parce que voilà, si c'est j'invente en direct cette scène d'enfant qui pleure dans un train, mais voilà, quelqu'un va être touché parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette scène et qui du coup vont être touchés sur la notion de sincérité de ça, quoi. Et c'est vrai que moi je suis moins touché, et c'est un peu le problème que j'ai avec les films Marvel. Je peux adorer certains films Marvel,
sur la notion de grand spectacle et de voilà, truc hollywoodien, tout ça, de divertissement. Mais il y a un truc non sincère qui m'éloigne du film, quoi. Et donc, je n'arrive pas à dépasser ce truc-là. Et ça, je peux pas pleurer, je peux pas rire vraiment. Donc il y a quelque chose qui m'empêche d'être ému parce que je sais que celui qui est faible va gagner à la fin, celui qui est pas amoureux va être amoureux. Enfin, donc comme je connais le machin, il y a un truc qui fait que je suis pas surpris, je suis pas ému, je suis pas. C'est moins efficace. Ouais. Elsa. Moi, je trouve l'une des scènes que j'ai pu voir et qui est une des plus belles dans vos films, c'est dans Casse-tête chinois, le moment où Romain Duris il laisse ses enfants à l'aéroport et il y a son petit garçon qui lui dit attends, je veux te parler, et il lui dit mais toi t'es content de nous voir partir, enfin et cette scène m'a beaucoup touchée parce que je trouve que justement elle a cette sincérité que vous voulez transmettre en fait. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous le dire parce que il faut dire quand c'est bien. Non mais c'est ça que Santiago appelle la sincérité, c'est que là Romain Duris dans son rôle de père il dit oh c'est génial, tu vas aller à New York, c'est super et tout, et puis lui il dit mais t'es content en fait qu'on s'en aille, et puis évidemment il est pas content mais il peut pas le dire, et donc c'est là où il faut aller essayer de trouver la vérité d'une situation avec les paradoxes de cette situation et où effectivement du coup il y a quelque chose qui peut toucher. Ce petit garçon qui est tellement intelligent en fait dans le film. Sophie. Et justement, en fait, par rapport à cette vérité, à cette sincérité, à ce quotidien, en fait, à la vie que vous montrez dans vos films, il y a tout de même une place assez importante à un côté fantaisiste. Un côté à la fantaisie, tout simplement. Voilà pourquoi on se complique la vie. Quand Xavier Rousseau croise Erasme ou alors Schopenhauer, on n'a pas l'habitude, ça n'arrive pas si souvent que ça. Moi, ça m'arrive tous les soirs. C'est vrai. Et justement, par rapport à ça, à quelle fin vous réservez le côté fantasy dans vos films? En fait, justement parce que j'aime bien ce qu'on disait, la banalité, le réalisme, j'ai besoin que parfois il y ait des échappées pour pas rester que dans le réalisme, mais aussi parce que j'essaye de montrer aussi ce qui est poétique dans le banal, quoi. Et donc du coup, parfois on a besoin de pousser quelque chose vers le surréalisme pour que ce soit pas que du réel, quoi. Et donc c'est vrai que il y a plein de fois où il y a pas des astuces, mais des façons dans le Péril jeune, la scène du trip, par exemple, quand je sais plus ce qu'ils prennent, un acide, je crois. Ça, c'est une façon, disons, de tricher et de se dire, voilà, ils sortent de la réalité parce que je voulais pas rester que dans une histoire de lycéen banal, réaliste, tout ça. Et donc, très souvent, il y a des choses comme ça dans les films, dans l'Auberge espagnole. Oui, on lui fait une espèce de... On l'hypnotise, là, on l'hypnotise, on l'endort pour pouvoir faire un scanner ou un truc. Et en fait, avec ce truc-là, on voit qu'il part dans un espèce de rêve comme ça. Et c'est vrai que c'est important, souvent, d'avoir des scènes de rêve, en fait. Aussi parce que le rêve fait partie de la réalité, c'est-à-dire que j'utilise ça vraiment comme une espèce de figure pour à la fois sortir du réel, mais aussi pour approfondir le réel. C'est que très souvent ces scènes-là sont importantes pour aller plus loin dans l'inconscient des personnages ou dire des choses qu'on peut pas dire dans des scènes réalistes, quoi. Est-ce que tu as une question, Marion? Ça rejoint un peu ce qu'on disait, mais comment on conjugue au scénario du coup le côté plus émotionnel à la comédie pour faire quelque chose de juste? Alors ça, c'est pareil, c'est une vraie question, parce que j'ai vu d'ailleurs que 10% par exemple, c'est la chose la plus comédie que j'ai fait. Et parfois, je trouvais qu'on allait trop loin en jouant le jeu de la comédie, on enlève la possibilité de l'émotion. Et du coup, moi j'ai essayé tout le temps dans la première saison de rendre les choses moins drôles pour qu'elles puissent aussi être émouvantes. Donc ça a été vraiment un combat avec la production, avec la scénariste, où tout le monde avait envie que ce soit drôle et qu'il y ait du gag et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai essayé d'être dans ce mi-chemin-là parce que je pensais qu'il fallait rester, c'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs dans Un heure de famille aussi, où je pense que la pièce de théâtre est peut-être plus efficace au niveau comique, et que moi le film, et c'était aussi ce que m'ont demandé Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry quand on a écrit le scénario et l'adaptation, ils m'ont dit voilà, les gens rient beaucoup dans la pièce de théâtre, mais nous on veut pas que ce soit le côté théâtre de boulevard de cette pièce.
on veut que ce soit aussi dramatique. C'est une histoire de déchirement familial. Et donc, il disait, voilà, il faut pas rater le côté drame, quoi. Donc, moi, j'ai essayé de nourrir ça dans Un air de famille, où c'est drôle, c'est une vraie comédie, mais c'est dur, quoi. Il y a un côté vraiment noir, quoi. Et je pensais d'ailleurs avoir raté. Je me suis dit, j'étais trop loin dans le truc dur. Et en fait, non, les gens ont rigolé dans le film et c'est considéré comme une comédie. Mais je sais que ça m'a appris, notamment sur ce que je racontais sur 10%, que voilà, c'est intéressant d'être à mi-chemin, mais du coup, le mi-chemin, il est compliqué à trouver, quoi. Ouais. Faut trouver le juste dosage, et ça passe aussi par les acteurs, j'imagine. Bien sûr. Le fait dans la direction d'acteur. Bien sûr, ouais, parce qu'un acteur qui est que clownesque, il peut pas amener de l'émotion. Ouais. Et justement, une question que tu as posée à Bertrand Blier, le plus important pour toi, c'est le casting ou la direction d'acteur ? Alors je vais dire le contraire de Bertrand Blier. Non, je vais pas dire le contraire. Parce que lui, il dit c'est le casting. Lui, il dit voilà, une fois que tu as choisi Depardieu, tu le diriges pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu l'impression quand même de les diriger. Il y a vraiment les deux. C'est-à-dire que oui, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait dans l'Auberge espagnole de Cécile de France ou de Romain Duris ou d'Audrey Tautou. Tout part de là. C'est-à-dire que personne n'aurait pu jouer ce que ces gens-là jouent dans le film. Mais il y a vraiment un chemin pour arriver aux scènes, quoi. Il y a vraiment parfois les scènes qui ne fonctionnent pas et c'est que après 20 prises qu'on arrive à obtenir un truc. Donc il y a quand même un travail, quoi. Il y a un travail qui parfois n'est pas juste entre le réalisateur et l'acteur. Parfois c'est un travail collectif entre les acteurs, mais il y a une notion de travail. Je dirais pas que genre je choisis les acteurs et tout est fait, quoi. Ça je vois. Et oui, Sophie. Justement, par rapport au travail, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une scène à tourner, mais qui a pris un temps monstre parce qu'il y avait peut-être un fou rire ou qu'elle était très compliquée à tourner. Enfin, est-ce que vous avez eu un record de tournage de scène ? Oui, il y en a évidemment beaucoup. C'est pour plein de raisons, en fait. Je me rappelle d'une scène dans Les Poupées russes où il y avait un Russe qui parlait pas anglais, Kevin Bishop anglais, Kelly Reilly anglaise, Romain Duris et la danseuse russe qui était censée être la sœur du personnage russe. Et du coup, suivant les gens, soit fallait passer par un traducteur. Avec le russe qui parlait pas anglais, il fallait que je passe avec le traducteur. Lui, il voulait absolument improviser, donc il improvisait. Donc la sœur russe, elle répondait. Il y a tout le monde qui se regardait, genre. Et donc c'était impossible, quoi. Et du coup, il a fallu inventer une méthode pour essayer de dire au type n'improvise pas et pour essayer de conduire la scène, parce que sinon on n'y arrivait pas. Enfin, c'était vraiment une impasse totale, quoi. Et donc là, c'était vraiment des heures de tournage, avec en plus le fait que c'est le début en Russie, avec enfin voilà, on découvrait l'équipe russe et tout ça, donc c'était compliqué. Mais donc ça a été compliqué, mais il y a d'autres scènes. Je me rappelle d'une scène où Marie Gillin, qui est vraiment une actrice dingue et qui est une horloge, je dirais, dans le jeu. Elle a un truc très très précis dans sa façon de jouer. Il y a une scène, il y a un plan, elle n'y arrivait pas, quoi. Il y a un truc, et du coup elle se mettait à pleurer et tout ça, et c'est une scène avec Vincent Elbaz dans Ni pour ni contre, et c'était fou, quoi, parce que c'était justement quelqu'un qui était tellement dans l'excellence tous les jours, que là c'était super troublant de voir quelqu'un qui perd ses moyens, et là il y a, avec l'équipe, en plus c'était évidemment vendredi soir, tout le monde voulait rentrer, tout ça, enfin, donc on se bat entre l'équipe qui est en train de charger les camions, et puis on n'a pas la scène et il faut continuer, donc ça c'est des trucs où voilà, il y a un truc entre industriel et humain qui se passe, et qui fait que c'est compliqué à gérer. Ouais. On contrôle pas, en fait. Non, ouais. J'ai deux dernières questions, dont une question d'une auditrice, Léa Benita, qui nous parle du Poisson Rouge, un court-métrage que tu as réalisé en 1994 dans le cadre de la lutte contre le sida, c'est ça, et qui voulait savoir justement quel regard tu portais aujourd'hui sur ce court-métrage et sur ces années-là. J'ai de la... comment on peut dire j'aime beaucoup ce court-métrage, il doit durer 3 minutes. Il dure 3 minutes, un peu comme les films du Festival Nikon dont tu avais été président du jury. Et c'était un scénario écrit par un jeune mec, et j'avais adoré le scénario, et puis voilà, le film il ressemble à ce scénario, et il est charmant sur la notion justement de sauver une vie. Ça veut dire quoi, sauver une vie? Et puis c'est la seule fois où j'ai travaillé avec Valeria Bruni Tedeschi, et c'était un moment génial,
Plus, c'est drôle parce qu'il y avait Berléand qui est figurant dans le film. Et puis j'ai mis du temps à retravailler avec lui. Et finalement, depuis ce film-là, on avait envie de retravailler ensemble. Et donc voilà, il y a un petit côté une tendresse, ouais. Il y a Zinedine Soilem aussi qu'on retrouve. Il y a Zinedine aussi, ouais, et Simon Abkarian. Ouais, qui sont aussi dans 2 mois. Ouais. Et d'ailleurs, toi aussi, tu es figurant dans tes films. Tu es un peu le Alfred Hitchcock d'aujourd'hui, toujours un caméo d'une façon ou d'une autre. Et dans 10% aussi, je crois que t'es derrière le moniteur, c'est ça, dans 10%. Au générique de début. Ouais, c'est ça. C'est marrant d'avoir le clin d'œil, ça va, où est-ce qu'on verra, c'est des clapiches dans son dernier film. J'ai une dernière question qui est si tu devais donner un conseil à un jeune comme par exemple Xavier Rousseau, donc le protagoniste de la trilogie de l'Auberge espagnole, qui veut devenir artiste, qu'est-ce que tu lui dirais justement aujourd'hui C'est très compliqué de répondre à cette question parce que quand on voit qui sont les réalisateurs d'aujourd'hui, on peut pas donner les mêmes conseils à Céline Sciamma, à Keshish, à Jacques Audiard, enfin celui qui va devenir. En fait, la réponse rapide, ça serait essaye d'être toi-même, mais c'est compliqué de dire ça. En tout cas, il faut développer quelque chose de personnel parce que justement, les gens réussis. Voilà, Almodovar, personne d'autre peut être Almodovar que Almodovar. Et donc, c'est quelque chose qui est où il faut pousser quelque chose de très personnel. Et il faut le faire en ayant confiance en soi, en se renseignant sur plein de choses, parce que tout à l'heure on disait que le cinéma c'est plein de choses, et donc du coup il faut se poser des questions sur la musique, sur la narration, sur les acteurs, sur la technique, sur la sociologie, et du coup plus on travaille sur tout ça, et plus on arrive à être soi-même avec des connaissances un peu généralisées, disons. Ok, bon voilà pour les futurs artistes en herbe. Écoutez donc ce conseil. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, c'était une joie pour nous d'inaugurer cette saison 2 avec belle toi. Saison 2. Ouais, ça commence bien. Je précise d'ailleurs pour celles et ceux qui voudraient voir 2 mois qu'il est disponible sur MyCanal où il y a même l'Auberge espagnole et les Poupées russes qui sont sur Netflix. On peut trouver des films un peu partout et en VOD bien sûr. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes nos clapeuses qui ont participé, qui étaient là avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes, et donc ces épisodes filmés aussi. Rendez-vous vendredi pour un débat dans lequel nous nous interrogerons sur la santé du cinéma à l'ère du coronavirus, et d'ici là, allez au cinéma.